Donc c'est des extraterrestres, oui, il y en a certainement. Il n'y a pas de raison que tout ce qui s'est passé sur cette planète-là ne se passe pas sur une autre étoile, à moins que, alors ça c'est mon point de vue personnel, à moins que la théorie du Big Bang soit vraiment obsolète et que tout ce que je vous raconte là sera démodé dans 10 ou 15 ans, je ne sais pas. Enfin, la théorie du Big Bang, elle existe depuis 1929, 30, depuis que l'abbé Le Mercier, le belge, le chanoine belge, un très grand calculateur de chiffres, hein, pas calculateur en spéculation, il a élaboré ce projet. Bon, il a été contesté par Fred Hoyle qui disait « Ouais, mais l'univers existe de tout temps ». Mais on lui disait « Oui, mais vous ne pouvez pas nier quand même qu'il y a des choses qui se passent dans l'univers. » Ben oui, mais il y a des choses qui meurent, puis d'autres qui sont renouvelées. C'est un... Voilà. Donc c'est des théories. Donc c'est vrai qu'il y a des fois, je me prends à dire « Mais attends, arrête, tu racontes ce que tu racontes là, peut-être c'est obsolète déjà. » Bon, ben moi je vous transmets ce que j'ai appris. Et mon but c'est de... Je suis un passeur d'idées. Toute ma vie j'ai fait de l'enseignement. J'ai enseigné le théorème de Pythagore, de Thalès. Là aussi, vous me direz, ça n'a jamais été démodé, détrompé. Donc peut-être que le reste aussi sera bon. Donc voilà, je vais vous parler de Kepler. Revenons un peu à nos planètes, à nos exoplanètes. Donc la zone d'habitabilité dans le système solaire, elle est là, telle que je l'ai définie tout à l'heure. 0,95% de l'unité, puis à 5, à 7 si on veut. Eh bien, Kepler, ainsi, on a ces mêmes conditions. Donc ça veut dire qu'on aurait de l'eau, des bonnes conditions d'éclairement. L'axe d'inclinaison, on n'a pas forcément les 4 saisons, mais bon, on peut peut-être s'en passer. Donc on pourrait avoir une vie sur cette planète-là. Donc voilà, je n'ai pas oublié ma question. Sachez que la réponse, tout à l'heure, Pascal a presque dit... vous pensez tous la même chose que moi. Donc dans tout cet univers-là, il y a bien une planète sans doute, au moins, qui soit habitable. Alors on a fait un petit calcul. En gros, on estime à 250 milliards de galaxies dans l'univers. 400 milliards d'étoiles par galaxie, donc vous voyez 100 000 milliards d'étoiles. Eh bien, s'il y en avait au moins une qui... c'est une proportion très faible, eh ben oui, on pourrait avoir des concurrents dans l'espace, des aliens, puisque voilà, il faut... Alors, le mot alien, c'est un mot qui m'a intrigué. J'ai cherché un dictionnaire, c'est pas toujours facile de trouver les définitions, mais on peut rapprocher ça du mot aliénation. Une aliénation, c'est quand on est tributaire d'un système. Donc cet alien-là, pourquoi on lui a donné ce nom-là? Parce qu'il sort de nos normes à nous, mais il est aussi peut-être tributaire d'un autre système de vie. Alors, il y a des gens qui s'intéressent quand même à ça, à cette recherche. Il y a un institut international, c'est le projet, c'est l'organisme SETI, qui s'appelle Searching Extraterrestrial Intelligence, est très actif. En France, une représentante de ce projet qui l'entretient, qui le soutient, c'est Madame Nathalie Cabrol, qui vient d'écrire un livre, justement, Sommes-nous seuls dans l'univers, que je me suis empressé d'acheter, pensant trouver des réponses. Voilà, donc ce que je dis là est très inspiré de son livre. Et puis, il y en a un autre, M. Bibring, qui lui est convaincu que nous sommes seuls dans ces deux ouvrages dont je vous recommande la lecture, et après vous le ferez. Mais voilà, j'ai rien appris de plus. Bon, mais n'empêche que ce projet SETI, il a été initié par Frank Drake, toujours dans les années... Il y a eu une mouvance, des années 60, 70, c'est là où on a envoyé les fusées Apollo, les sondes Apollo, projet SETI, et Frank Drake, c'est un mathématicien, nous on aime bien la sécurité, on a une problématique, on la met en équation, on a des outils mathématiques, que ce soit la théorie de Fourier, machin, on fait ça, et à la fin, pof, on a un résultat, et on est content, on fait un petit retour en réalité pour voir si ça concorde, mais bon. Donc lui, Frank Drake, il a fait l'équation. Alors, on le voit ici, ce brave monsieur. Et voilà, c'est l'équation, je vous la mets plus en détail.
Alors, le nombre n de civilisations. Ah, intéressant, pourvu que je trouve la solution. Alors, je vais rentrer là-dedans. Le nombre de planètes avec des biosignatures gazeuses détectables. Ah, le mot biosignature. Ben oui, quand nous sommes en montagne, on fait un feu, les guetteurs voient une fumée, ça y est, c'est une biosignature. On sait qu'il y a quelqu'un qui fait cuire une côtelette de sanglier, par exemple. Bon, eh ben, des biosignatures, on n'en a pas beaucoup vu. Si, la seule biosignature qu'on ait vue sur une planète, c'est du méthane. Or, le méthane, la formule chimique, c'est CH4, donc c'est un carbone et 4 hydrogènes. Et ça, on retrouve ça dans les pieds de vache, par exemple. Vous voyez, c'est un peu prosaïque, mais on a dit que les pieds de vache allaient polluer la nature. Bon, du CH4, alors si on détecte du CH4, ben, peut-être qu'il y a des... Ça provient, mais ça peut venir aussi de fermentation due à des bactéries. Hein. Ça ne va pas forcément induire à une présence d'animaux. Ensuite, le nombre d'étoiles dans l'échantillon. Bon, ça, on peut encore avoir une estimation de ce nombre. La fraction d'étoiles silencieuses. Et des étoiles silencieuses. Bah, le soleil, il ne fait pas beaucoup de bruit. Il nous chauffe, mais bon, je n'ai pas entendu la théorie, la symphonie du soleil. Je sais bien qu'on a pendant un temps parlé de la symphonie pas inachevée, la symphonie des planètes. Hein, il y a un compositeur qui a fait ça. Non, la fraction d'étoiles silencieuses, c'est fait. La fraction comportant des planètes rocheuses dans la zone habitable. On peut ça, ça y est. Pour la Terre, enfin pour le système solaire, c'est bouclé, ça peut se faire. Mais pour les autres, bon, on n'a pas encore tout exploré. La fraction du système observable. Bah oui, c'est vrai que là, je vous ai un peu leurré quand je vous ai montré des photos du ciel profond en disant voilà ce que c'est, voilà ce que je vois. Donc je n'en vois qu'une infime partie. Donc après, il faut extrapoler. La fraction avec des planètes avec de la vie. Ben déjà, il faudrait s'entendre sur la définition de mot vie, et ça, je vous assure, c'est pas très très facile. La dernière lecture que j'ai faite, on parle plus de vie, VIE, on dit life. Alors c'est un mot anglais, moitié français, L-Y-F-E, life, je crois, bon, c'est la fraction avec de la vie. C'est un peu aléatoire, et la fraction avec des signatures spectrométriques détectables, bien ça, c'est tous les phénomènes électromagnétiques, ça peut être des signaux lumineux. Alors dans l'univers, on en a, hein, on a des quasars. Des quasars, ce sont des étoiles en fin de vie qui sont effondrées sur elles-mêmes et qui émettent une lumière, et sous l'effet de la gravitation, elles tournent, et ça fait vraiment c'est le scintillement des quasars. Donc vous voyez que l'équation de Drake, en 1961, donc ce que je vous disais tout à l'heure, elle concentre un maximum d'ignorance. Bon, on ne peut pas se fier comme ça. Ben, c'est dommage pour nous, mathématiciens. Voilà. Ben, on va essayer de communiquer avec une intelligence extraterrestre. Et voilà Carl Sagan en 1980. Ils sont tous réunis, là, ces savants, ils étaient à Los Alamos. Et puis, voilà, ils se sont montés le bobichon, comme on dit, à dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, donc on va essayer de communiquer. Mais communiquer, on connaissait, nous sommes quand même en 1981, on n'a pas tous les réseaux hertziens que nous connaissons actuellement. On a le téléphone de Bell qui a été inventé en Amérique. Bon, c'est un peu archaïque, hein, en 80, c'est pas terrible. Ils ont bidouillé, comme on dit, des choses. Maintenant, il y a des antennes énormes qui sont... je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis, on va quand même, s'il y a des gens là-haut, en supposant qu'ils aient le même niveau de culture que nous, puisqu'ils ont pu suivre le même processus, il n'y a pas de raison, on va leur envoyer un échantillon des bruits de la Terre. Alors, c'est le Voyager Golden Record. Là-dessus, on a enregistré des sons de la Terre. Il y a des chanteurs, il y a de l'opéra, il y a des aboiements de chiens, il y a tout ce qu'on a pu imaginer. Et c'est M. Drake qui a fait ça. Et ils ont collé ça sur sur la sonde Pioneer 10. Et puis, sur la 11, ils se sont allés un peu plus loin, ils disent il faut qu'on se défonce, il faut qu'on fasse quelque chose de plus sophistiqué. Et ils ont mis du temps à trouver et ils ont crypté, enfin, ils ont imaginé, alors mettez-vous en place, il faut que l'on fasse quelque chose simple à lire,
avec notre connaissance que nous avons des symboles et tout, et, voilà. Et ça va peut-être faire dans leur tête, ça fera... Voilà. Donc c'est fixé sur cette sonde-là, donc c'est la sonde Pioneer 10 et 11, elles ont été là 170 et 71, voilà, c'est pour ça qu'on dit... Et je vais vous expliquer, vous allez voir jusqu'où ça va se loger. Donc là voilà, la plaque pionnière de 72. Par où vais-je commencer? Ben, je vais commencer par là. Ils ont... Voilà, vous avez un ensemble de traits. Alors il faut que les extraterrestres qui vont décrypter ça, qui vont d'abord récupérer la sonde, c'est pas évident, vérifier son chemin, il va falloir l'intercepter. Alors il faut qu'on puisse dire, ça apparemment c'est une étoile, et puis ça c'est codé en binaire. Alors c'est codé en binaire, là la photo n'est pas très bonne, c'est pas facile. C'est binaire et ça correspond à des fréquences de quasar, dont je vous ai dit tout à l'heure, ces étoiles en fin de vie, qu'on remarque forcément comme des biosignatures. Et voilà, il y en a 13, je pense. Et en faisant un recoupement, et comme ce sont des phénomènes électromagnétiques à période variable, puisqu'il y a un amortissement comme dans l'énergie nucléaire, donc il serait capable, en décryptant la longueur